dans la course automobile. Mon père fait déjà de la course quand je suis né en skidoo. Ensuite, j'étais déjà dans les paddocks quand j'avais 5-6 ans. Donc, c'est un monde tout à fait normal dans lequel j'ai grandi, que je connais. Donc, j'ai jamais vraiment pu être un passionné de l'extérieur comme la plupart des pilotes le sont. J'adore la course automobile, j'adore la vitesse, être sur la limite, etc. Mais c'est des sensations qu'on peut retrouver sur des planches de ski aussi. Maintenant, la course automobile, c'est devenu plus un métier qu'autre chose. Plus un métier qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup d'attentes déjà de l'équipe, des commanditaires, et donc beaucoup de pression. Donc, plus ça va comme ça et plus ça devient un métier. Mais en dehors de ça, il faut être capable de penser à autre chose, de faire autre chose justement pour pas péter les plombs, pour pas s'arracher les cheveux de la tête. C'est pas un maniaque comme nous autres de la course de la même manière. Je ne dis pas ça mal en disant ça. Beaucoup vont dire il est jaloux, il est tout le temps en train de dire la même chose. Non, moi je le connais plus personnel que bien du monde va le connaître. Et il n'y a pas le même goût de la mécanique ou de la course que moi et mon frère en avaient le goût. Moi, tu me verras, je pense pas jamais arrêter. On va me faire arrêter plus que moi me voir arrêter. Mon frère, ça aurait été la même chose. Alors, mon neveu, oui, tu vas le voir. Il va assurer son avenir. Parce que ça, je suis certain qu'il va probablement arrêter ça. Parce qu'il aime ça, mais pas de la même manière que moi et mon frère aiment ça. Alors, est-ce que c'est pas ça la grande différence quand vous comparez avec votre père? C'est que votre père était vraiment aveuglément amoureux de la course automobile. Passionné, c'est ce qu'on dit en tout cas. Je pense pas qu'il était amoureux de la course automobile, je pense qu'il était amoureux du risque, du danger, de la vitesse et d'être sur la limite. Que vous êtes comme ça? Ah oui, définitivement. Si je suis sur des planches de ski, je vais prendre des risques, je vais toujours essayer de me dépasser et c'est là que... C'est comme ça qu'on s'amuse, c'est là qu'on a un grand sourire, c'est quand on arrive en bas de la piste et qu'on a failli tomber 2-3 fois, mais qu'il y avait un petit risque, mais qu'on a réussi à contrôler. C'est la même chose dans une voiture de course, c'est qu'on est sur cette lame de rasoir. Je ne peux pas décrire trop le style de mon père, parce que je ne m'en rappelle pas beaucoup. Je sais qu'il était fou, et je sais qu'il allait pour être le plus vite tout le temps. Il a fait des choses quand même assez extraordinaires. Jacques, c'est plutôt dans le... il y a le pied, comme papa, mais il y a aussi plus il réfléchit un petit peu plus. Il va attendre, il va... au lieu de casser son moteur, bon, mais il va ralentir un petit peu plus. Donc, j'ai vu pendant cette année Jacques faire... c'était où? C'était à Détroit, je pense, où il était 3e, et le premier et le deuxième, ils étaient en train de se battre, puis oups, il est passé au milieu le dernier tour. Bon, mais ça, c'est un petit peu un move à la ville, par exemple. Mais la plupart du temps, c'est vraiment Jacques qui conduit. C'est incontournable, on finit toujours par faire le parallèle avec le père Villeneuve. Vous avez bien connu les deux, finalement. Oui. Est-ce que Jacques Villeneuve et Gilles Villeneuve, c'est très... Il y a un côté beaucoup plus logique chez Jacques. Il va analyser une situation beaucoup plus à fond, il va travailler d'une façon différente, il va gérer une fin de semaine de course différemment. Je pense qu'à ce niveau-là, il est différent, oui. Mais je pense qu'en niveau de talent pur, oui, c'est pareil. Cet esprit d'analyse, ça lui vient un peu du choc causé par l'accident de son père, vous croyez? Parce qu'on dit aussi qu'il est peut-être plus prudent. Oh, je pense pas que ce soit... Non, je pense pas que... Parce que s'il avait gardé ce côté par rapport à ce qui est arrivé à son père, il n'aurait jamais fait ce métier. Donc c'est impossible, c'est pas du tout. Je pense que c'est dans son caractère. Mais moins casse-cou, en tout cas. Oh. Non? Non. Il est aussi casse-cou, Villeneuve. Ça va être épouvantable pour vous. Oui. Jacques Villeneuve, l'héritier de la légende du père. Il se considère comme un Villeneuve, certes, mais il réclame avant tout son prénom, Jacques. Il fait tout pour se distancer de la mémoire de son père, qui aimait en mettre plein la vue, qui aimait la grande vie, qui faisait tout sans calculer, qui allait vite toujours et toujours, que ce soit à bord de ses voitures ou de ses hélicoptères. J'aime les mêmes choses que j'aimais avant, et maintenant, je ne veux pas commencer à faire une collection d'avions, d'hélicoptères, juste parce que je suis en F1 et que ça fait quelques années que je gagne de l'argent. C'est pas pour ça que
que maintenant je vais tout flamber. Je suis pas là pour continuer la lignée, je suis là parce que j'aime ça, point à la ligne. Si mon père n'avait pas été pilote, peut-être que moi je le serais pas, juste parce que je connaîtrais pas ce monde-là. Mais je le fais parce que j'aime ça. Pas parce que lui il a été pilote, alors moi aussi il faut que je le fasse, parce qu'il est mort trop tôt, alors, etc. C'est pas la raison pour laquelle je cours, tout simplement. On a l'impression, quand les gens font la comparaison avec votre père, que vous n'êtes pas toujours très confortable. C'est vrai, mais c'est parce que les gens, les médias aimeraient entendre le contraire de ce que je suis en train de dire, tout simplement. Pas parce que ça me dérange de parler de mon père, c'est juste que, bon, je ne vais pas commencer à mentir ou dire n'importe quoi juste pour que tout le monde soit heureux. Je vais quand même dire ce que je pense, mais je sais que ça vexe beaucoup de monde. Ben, ma mère a déjà eu beaucoup de reproches par rapport à ce que je disais, en pensant que les gens pensaient que je reniais mon père, que j'avais un gros problème, que j'acceptais pas plein de choses, alors que c'est pas vrai. Je suis super fier d'être son fils, et je le serai toujours. Mais bon, maintenant, je suis moi-même et je fais ma propre vie. Et ça vous ennuie d'avoir entendu ça? Oui. Que les gens comprennent pas, oui, et que les gens se fâchent s'ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre, oui. Parce que sinon, ça sert à rien de poser des questions. S'ils ont envie d'entendre quelque chose, ils vont te le dire eux-mêmes. Ça, c'est la vraie face de Jacques. Puis moi, mon souvenir de Jacques, c'est ça. Celui qui parle comme ça du petit Jacques, c'est l'ex-gérant de son père, Gaston Parent. C'est en partie grâce à l'argent de Gaston Parent que Gilles Villeneuve a réussi à se rendre en Formule 1. Gaston Parent n'a pas oublié Gilles Villeneuve. Il n'aime pas le détachement qu'affiche Jacques lorsqu'il parle de son père. Jamais il parle de son père avec chaleur. Et quand il en parle, moi j'ai lu dans le journal qu'il disait que son père frôlait continuellement les murs et que lui ne courait pas comme ça. Donc, pour moi, c'est un manque de respect. Ça vous choque, ça? Oui, ça me choque. Parce que si le père n'avait pas passé avant le fils, je pense pas que le fils soit là. Donc, il y a ce manque de respect vis-à-vis ce qui est passé avant lui. Le nom Villeneuve résonne encore partout en Europe, surtout dans ce petit village des Alpes françaises, le village de Pralou. Votre maison est Jacques Villeneuve habite ici? Oui, c'est ici, dans cette ferme. Jacques Villeneuve et sa sœur Mélanie ont vécu ici en pension chez cet homme pendant presque 3 ans. Leur père, la plupart du temps accompagné de sa femme, faisait alors le tour du monde à la conquête de victoires en F1. Ça nous apparaît un peu aussi étonnant jusqu'à un certain point de prendre tant de distance par rapport à un père si connu. Comment vous expliquer ça? C'est peut-être difficile. Moi, je vois Jacques toujours comme le petit garçon que j'ai eu à la maison. Et un petit garçon qui a au-dessus de lui un père avec le prestige que peut avoir un gars comme Gilles, c'est un fardeau impossible à porter. Et peut-être que la seule réaction, ça n'engage que moi ce que je dis, mais peut-être que la seule réaction de Jacques, c'est d'essayer de nier un peu ça. Je ne sais pas, lui seul pourra vous répondre. Moi, je vous dirais simplement qu'il a connu son père, c'est certain, mais il n'a pas vécu ce que les témoins de l'époque grandiose de Gilles Villeneuve ont vécu. Je vous dis qu'il ne regardait même pas les Grands Prix à la télé, il s'en foutait. Son père faisait un boulot normal. Alors que son père soit devenu une vedette énorme, comme c'est le cas, et vous me parlez du Canada, je vous dis la même chose en Europe, et de plus en plus, lui ne peut pas le ressentir de la même façon que nous, adultes. Il était gamin, et son père, c'est quelqu'un de normal. Et c'est ce décalage, c'est ce fossé immense qu'il y a entre ce que les gens pensent et ce que lui pense, que les gens n'arrivent pas à assimiler. Ben, les gens sont stupides. Est-ce que ça vous étonne de voir Jacques Villeneuve, dont le père est mort en Formule 1, suivre les mêmes traces? C'est un peu... Dans la société dans laquelle on vit, encore une fois, c'est très personnel ce que je vous dis. Moi, personnellement, pour vivre, ça s'oublie pas même après toutes ces années. Hein. Dans la société dans laquelle on vit, où on voit la médiocrité de partout, on a besoin d'un héros comme Gilles.
besoin d'un héros comme Gilles. C'est indispensable. Et il y a des gens qui l'ont dit mieux que moi, il y a des journalistes qui ont écrit tout ça. Il y a des types très intelligents qui ont vu, qui ont compris pourquoi Gilles est ce qu'il est maintenant. Il est mort les bottes aux pieds. Moi je dis c'est un cow-boy. Quand on est gamin, on joue au cow-boy aux Indiens et Gilles il est mort les bottes aux pieds. Putain, on est des types médiocres. On est quoi, vous, moi? On n'est rien à côté de ces gens. C'est pour ça qu'on les porte si haut. Pour que mon moteur ne manque pas de souffle, j'utilise un filtre à air UAP Napa. Et ils en ont pour tous les véhicules. UAP Napa, la vraie marque de confiance. De la liberté, le plaisir d'aller partout, partout, sans jamais m'arrêter. Je veux réussir, lécher tout ce qu'il faut. Goodyear, à mon goût, Goodyear, j'irai jusqu'au bout, mais sans liberté. Goodyear, Goodyear. Avez-vous entendu ça? Ça sonne bien, hein? Pour un autre test implacable, nous avons retiré toute l'huile de cette voiture et l'avons remplacée par cette petite quantité de castrol Syntec. Nous avons ensuite fait rouler la voiture à plus de 160 à l'heure et nous avons attendu. Et attendu. Voyez-vous la structure moléculaire de l'huile Syntec l'a fait adhérer aux pièces du moteur pour les protéger dans les conditions les plus brutales. Et puisqu'une si petite quantité de Syntec protège si bien, imaginez ce qu'une quantité normale peut faire. Castrol Syntec entièrement synthétique protège autrement mieux que les autres huiles. La voici, encore plus puissante, encore plus facile à conduire. La toute nouvelle Honda Prélude. Choisissez vos accessoires avec soin. Comme ça, la petite Bernier, c'est la prochaine sur ta liste? C'est vrai qu'elle n'est pas laide. Hein, mon Gilles? Hey, viens-tu pour discuter d'un sujet pédagogique ou tu viens juste pour m'écœurer? Juste pour t'écœurer, Bazinet, puis pour te rappeler que je te surveille. Ils sont allergiques au XXe siècle. Produits parfumés et polluants empoisonnent leur vie. L'hypersensibilité chimique, véritable maladie ou nouveau problème de santé mentale. Enjeu, lundi, 21h. Pour mettre en échec l'encrassement de mon moteur, j'utilise un filtre à huile UAP Napa. Et ils en ont pour tous les véhicules. UAP Napa, la vraie marque de confiance. Joanne Villeneuve, l'épouse de Gilles, quitte à l'occasion Monaco pour venir se réfugier à Pralou, dans les Alpes françaises. Ce chalet, acheté par Gilles, est devenu la résidence secondaire des Villeneuve en Europe. Joanne Villeneuve a refait sa vie. Elle a eu un autre enfant, une petite fille de 4 ans, qu'elle élève seule. La vie de famille des Villeneuve a été plutôt mouvementée, à la fin surtout. Dans cette biographie publiée à la fin des années 80, on y révèle que Gilles Villeneuve était sur le point de divorcer lorsqu'il est mort, que les enfants sentaient la tension dans le couple et que Gilles Villeneuve était trop exigeant envers son fils Jacques, qui devenait très nerveux en sa présence, simplement parce qu'il essayait de son mieux de faire plaisir à son père. Vous expliquiez que son père était très exigeant, même presque dur. Gilles était quelqu'un de dur, même avec lui-même. Donc, bon, c'était sur toute la famille. Gilles était exigeant avec moi, Gilles était exigeant avec Jacques, et puis avec Mélanie aussi. Mais c'était lui, donc on pouvait... Bon, on avait grandi dans ça. C'est sûr que, bon, Jacques l'a peut-être mal vécu ou plus difficilement vécu. Mais je pense que ça fait partie de son passé, que bon, il est quand même sorti, il s'est sorti de tout ça il y a très très longtemps, et puis je pense que non, ça vient pas en ligne de compte. Non.
Cette jeune femme que l'on voit dans les rues enneigées de New York, c'est l'autre enfant de Gilles Villeneuve, Mélanie. Elle habite la métropole américaine depuis 3 ans où elle étudie. C'est dur de toujours marcher dans l'ombre de quelqu'un. C'est vrai que bon, il y a eu les opportunités qu'il a eues à cause de son nom, mais il y a des qualités bien à lui, et peut-être qu'il y en a justement, il ne veut pas être comparé à Gilles continuellement. Et c'est vrai que s'il gagne une course, il la gagne pour lui la course, et pas pour papa. C'est vrai que bon, mais il va y penser à papa de temps en temps, mais pas nécessairement dans une voiture, et pas nécessairement quand il passe la grille de la fin en gagnant. Mais ça ne va pas chercher plus loin aussi. On a raconté que les relations avec son père n'étaient pas nécessairement jojo. Toujours. C'était plus facile avec vous, en fait. Oui. Je m'en souviens parce qu'on m'en a parlé surtout. C'est vrai, ça? Oui, il était dur avec Jacques. Jacques, il fallait qu'il soit tough, il fallait pas qu'il plage, il fallait pas qu'il crie, il fallait que ce soit un homme déjà à 6 ans. Gilles, il était réellement dans la famille, puis il voulait absolument que toute sa famille le suive à chacune des courses, puis c'était la belle période familiale, c'était ça. Là, c'était vrai, là, à ce moment-là. Oui, là, c'était vrai. Par la suite, c'était moins évident, là. Même s'il y avait la roulotte qui suivait, c'était moins évident. Oui, puis là, il a commencé à être beaucoup plus occupé, beaucoup plus pratique, les déplacements où les enfants ne suivaient pas, bon, l'éloignement s'est produit comme ça. Hein. C'est un peu le jet set puis le glamour qui a mangé un peu les gens. Exactement. Qui a mangé la famille un peu. Le succès. Ouais. Le succès a mangé tout ça. Hein. Son père, il avait connu, bien sûr, parce que son père s'en était beaucoup occupé, mais il le voyait de moins en moins. Il était très pris par ses affaires. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait, nous. Il était très pris par son travail de pilote, et il le voyait une fois par mois, une fois tous les 15 jours, dans le meilleur des cas, quand son père et sa mère venaient le voir en hélicoptère. D'ailleurs, on était arrivé à un stade avec ma femme où on se posait des questions. Un jour où Jacques était fatigué, malade, je ne sais plus comment ça s'était passé, il était dans la chambre, et il m'a appelé, je ne répondais pas, il m'a appelé papa. Ça m'avait choqué, parce que c'était pas mon rôle. Nous, notre rôle, c'était de les prendre à la maison, de les éduquer, de les élever comme on élève nos enfants, comme si c'était les copains des enfants, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais ça m'avait un petit peu perturbé. Je veux dire que ça dépassait le contrat moral que nous étions fixés. Jacques Villeneuve n'aime pas parler du passé. Il fait tout pour garder sa vie privée à l'abri des regards indiscrets. On le sent tout aussi réticent à aborder la vie privée de son père. Est-ce que c'est pas parce que vous avez pu être échaudé lorsque vous étiez plus jeune? Vous avez vu ce qui se passe? Votre père avait toujours de bonnes histoires à raconter. Oui, mais bon, déjà, il n'était jamais là. Ouais. J'étais très jeune, donc peut-être qu'il y avait des bonnes histoires à raconter, mais bon, je n'étais pas au courant. Les histoires que je connais, c'est celles que j'ai entendues dernièrement par des gens qui, soi-disant, étaient ses meilleurs amis. Oui, entre autres. Entre autres. Ouais. Entre autres, les biographies qu'on a écrites autour de lui, j'imagine. En fait, je les ai même pas lues. Vous voulez pas les lire? Parce qu'on a raconté plein de trucs sur la Non, parce que j'en ai déjà beaucoup entendu, par ma mère, par des gens qui étaient proches. Et tout est probablement erroné de toute façon. Et j'aime pas me rattacher au passé de toute façon. La vie continue, il faut regarder de l'avant, il ne faut pas regarder de l'arrière. Mais ça vous dérange, ces biographies ou en fait non, pas du tout, pas du tout. Non, ça me dérange pas du tout. Mais c'est sûr que j'aurais préféré connaître mon père à travers lui-même qu'à travers un livre. La vie de la famille Villeneuve a toujours tourné autour de la course automobile. La roulotte familiale suivait Gilles dans presque toutes ses courses. Le déménagement de la famille en Europe en 1978 a constitué le premier grand choc dans la vie du petit Jacques, qui n'avait alors que 7 ans. Mais en Europe aussi, il n'était pas question d'abandonner l'idée de la roulotte motorisée sur les circuits. Quand on a négocié avec Ferrari, il a été question du motorhome, de l'épouse et des enfants. Et Ferrari avait beaucoup d'objections à ça. Mais finalement, ça a été signé, ça a été décidé qu'il payait pour la roulotte puis le transport de la famille. Et les enfants étaient toujours là. Gilles, pendant 2 ou 3 ans, a eu un conducteur qui conduisait la roulotte à tous les Grands Prix avec les enfants. Les enfants venaient au Grand Prix. Et on les voyait beaucoup plus dans la roulotte que sur le bord de la clôture. Les premières années, la première année, Jacques allait voir la course. Après ça... Garçon, là. Oui, petit gars, là. 5-6 ans, là, il allait voir la course. Après, on a vu un retrait. Il n'allait plus voir les courses. Et il s'assoyait à terre, il jouait des petits autos.
Puis généralement, même pas dehors, c'était dans le motorhome sur le plancher. Je sais pas pourquoi, il y avait un certain recul de la course, ça l'énervait sûrement. Si Gilles Villeneuve a appris son métier en faisant le fou en automobile sur les petites routes de campagne entre Berthierville et Joliette, ça a été une toute autre histoire pour son fils, Jacques. C'est en effet dans ce cadre magnifique des Alpes françaises que Jacques Villeneuve a eu la piqûre de la vitesse et du risque, non pas à bord d'une automobile, mais plutôt sur une paire de skis. Son entraîneur, Pierre Arnaud, avait coutume de dire, tiens, lui, c'est un des rares gamins qui n'a pas les doigts de pied recroquevillés au fond des chaussures quand il fait de la descente. Je crois que ça veut tout dire, hein. Ça veut dire qu'il se lâchait. Dès le départ. Dès le départ. Et au printemps, après le printemps, l'entraîneur trie les skis, les vieux skis, il dit cela, il en fait un fagot, et puis on va les jeter à la poubelle. On va les brûler, on va les casser, on va les balancer. Alors Thomas et Jacques, qui étaient jamais les derniers pour faire des bêtises, on dit à Pierrot, bon, ben, on va s'occuper de tes skis. Alors, chacun à leur tour, ils avaient pris les vieilles chaussures, les chaussures de ski, une moto, ils avaient attaché une corde derrière la moto, et sur la route, par exemple, ils faisaient des skis nautiques, avec les skis d'hiver, sur le goudron, se faisant traîner par une moto. Norbert Michel a été l'instructeur de ski de la famille Villeneuve. C'est lui le premier qui a initié Jacques aux limites de la vitesse. Alors, vous avez votre petit coin souvenir? Ah oui. Petit coin Villeneuve, bref. Tout ce qui a marqué notre vie est affiché en partie ici. Ah, ça c'est une photo, on leur a acheté des t-shirts à tous, là, sur toute une équipe. C'est ce qu'on appelle... Oui, Jacques est là. Il a quel âge? Oh, il a 8-9 ans. C'est l'équipe de bras cassés de la station. Et déjà il a une moto ou déjà il fait une moto? Oui, son père avait gagné, je crois, 2 motos de cross. Alors, Jacques Villeneuve a passé la dernière période des fêtes dans les Alpes françaises. Il a rendu visite à M. Michel, histoire de lui donner quelques photos et une combinaison. Une combinaison? Ah oui, je suis amateur d'automobile ancienne, un petit peu collectionneur. Jacques, le fils? Voilà, Jacques et Gilles. Jacques m'a fait la gentillesse, il m'a envoyé sa combinaison. C'est celle de l'IndyCar? Oui. De l'année dernière? C'est celle de cette année. Je me plais à dire que c'est peut-être celle avec laquelle il a gagné Indianapolis, qui est une des courses les plus importantes au monde. Et le père? Et le père, Johan m'a fait l'insigne honneur de m'offrir la dernière combinaison de Gilles. Le deuxième grand bouleversement dans la vie de Jacques Villeneuve, ça a été la terrible tragédie qui a coûté la vie à son père. Après la mort de son père, Jacques Villeneuve s'est retrouvé dans ce collège, dans le petit village de Villars, perché dans les Alpes suisses. Sa mère, conseillée par le coureur automobile Patrick Tambay, l'avait alors placé avec sa sœur Mélanie en pension au collège Beau-Soleil, réputé pour sa discipline stricte et fréquenté par des enfants de familles riches et célèbres. C'est ici que Jacques Villeneuve, adolescent, a pris conscience de ses aptitudes pour les sports et de son goût pour le risque. J'étais responsable pour un groupe et tout d'un coup, il y a un qui manque. Qui c'est Jacques. On regarde autour, il y a un sapin de, je sais pas, 25 mètres, il est tout en haut. Il a inventé un nouveau jeu où il saute branche en branche. Le sapin arrêtait le chute juste assez, il descendait par terre sans problème, grand sourire. Moi, j'avais très peur, mais lui, pas du tout. Ce couple, ce sont les anciens propriétaires du collège Beau-Soleil. Ils étaient là du temps de Jacques Villeneuve. Ils se souviennent de Jacques comme un adolescent qui ne s'en laissait pas imposer. Au début, ils n'ont pas pris au sérieux ses ambitions pour suivre les traces de son père. À la fin, ils ont dû se rendre à l'évidence. Il a commencé les courses octobre 87 en Italie. Vous devez avoir de curriculum. Elle est partie en mars 88 parce que ces courses, au lieu d'être 2 fois par mois, commençaient à être presque tous les week-ends. Les courses, les entraînements. Donc, départ vendredi du collège, rentrée le dimanche soir très tard, très tard, d'où lundi matin de la peine à se réveiller. Et l'année était trop importante parce qu'il y avait quand même un examen au bout. Alors c'est comme ça qu'au mois de mars, on lui a dit ou bien c'est des courses ou bien c'est des études. Ah, vous l'avez mis devant ce choix-là, c'était clair. Ah oui, et puis en accord avec sa mère et avec Patrick Tambay, donc, qui jouait un rôle très intime dans la famille de Jacques Villeneuve.
Donc là, le marché, on lui a mis en main et lui a choisi le sport. Là, ça me fait un petit peu peur. Ça peut être dur pour continuer. Parce que je pense que le monde va s'attendre que je fasse bien depuis le début. Et si je fais mal, ça va être assez dur. Jacques Villeneuve avait déjà la piqûre de la course automobile. Lui qui avait commencé à peine à l'âge de 15 ans à suivre des cours de pilotage aux mêmes écoles qu'avaient fréquenté son père et son oncle. Est-ce que tu te rappelles d'avoir vu ton père courir? Ah oui, je me rappelle assez bien. Parce qu'on allait souvent au Grand Prix. Un peu, on partait de l'école pour aller au Grand Prix. Voilà, je me rappelle assez quand on était dans les estrades, puis on faisait tout le temps. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs? T'avais pas peur pour lui? J'avais peur qu'il gagne pas. On ne choisit pas d'avoir un accident. Mais on peut choisir son carrossier. Plus d'1 million de Canadiens ont fait confiance à Autopro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Autopro Carrosserie, un accueil impeccable. Un travail professionnel. Des techniciens qualifiés. Des équipements spécialisés. Et en plus de la garantie nationale Autopro, profitez de notre protection déductible. Autopro Carrosserie, le carrossier de confiance. Vive la liberté, le plaisir d'aller partout, partout, sans jamais m'arrêter. Je veux réussir et j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, Goodyear, à mon goût, Goodyear, j'irai jusqu'au bout, mais sans liberté. Goodyear, Goodyear. Avez-vous entendu ça? Ça sonne bien, hein? Pour un autre test implacable, nous avons retiré toute l'huile de cette voiture et l'avons remplacée par cette petite quantité de Castrol Syntec. Nous avons ensuite fait rouler la voiture à plus de 160 à l'heure et nous avons attendu. Et attendu. Voyez-vous, la structure moléculaire de l'huile Syntec l'a fait adhérer aux pièces du moteur pour les protéger dans les conditions les plus brutales. Et puisqu'une si petite quantité de Syntec protège si bien, imaginez ce qu'une quantité normale peut faire. Castrol Syntec entièrement synthétique protège autrement mieux que les autres huiles. La voici. Encore plus puissante, encore plus facile à conduire. La toute nouvelle Honda Prélude. Choisissez vos accessoires avec soin. Nous avons 6 fois plus de chances de mourir frappés par un météorite que d'être victimes d'un accident d'avion. Le danger est réel. Suivez la mini-série Astéroïdes, demain 20h à Radio-Canada. Il est minuit. Vous dormez profondément. Et vous allez être victime d'une fraude de plusieurs milliers de dollars. Faites de beaux rêves. La facture, mardi 19h30. À 22h, la tendance se maintient. Prenez des nouvelles de votre monde avec Bernard de Rome, en semaine au téléjournal de Radio-Canada. Il est attendu. Surveillez son arrivée. Attraction d'une pays cormoran, le dernier né de Pierre Bourreau, le volcan tranquille, à Radio-Canada cet automne. Le destin a durement frappé la famille Villeneuve. Le deuil a été lourd à porter. Les plaies ont été longues à cicatriser. Mélanie Villeneuve, la sœur de Jacques, est étudiante en musique à New York. C'est la première fois qu'elle chante publiquement cette chanson qu'elle a écrite sur la mort de son père. Never would have come back.
Vous, est-ce que vous pensez à la mort? Non, je pense absolument pas à ça. Je suis conscient du risque, je suis conscient que c'est dangereux. Souvent, c'est dangereux que de jouer au golf ou que d'être au tennis. Mais je pense pas au danger que je cours. L'amour de Gilles Villeneuve pour la vitesse lui a survécu. Jacques Villeneuve, son fils, deviendra coureur automobile contre la vie de sa mère. Ça panique un peu, on se dit, bon, surtout qu'il faut comprendre que Jacques, quand Jacques a commencé, j'ai quand même dû signer ses contrats, signer les décharges vis-à-vis des assurances, parce qu'il n'y avait pas 18 ans. C'est difficile parce qu'on c'est une responsabilité énorme comment je pourrais dire, on se dit, bon là je le mets dans la cage au lion. Maintenant, bon ben est-ce qu'il va dompter le lion ou est-ce que c'est le lion qui va le manger? Oui. Mais bon, à côté de ça, on se dit aussi, moi j'ai choisi ma vie. Avec Gilles, on a choisi ce chemin. On ne peut quand même pas empêcher son fils de choisir sa route. Et bon, en plus, s'il choisit la même, on peut quand même pas dire non, non, ne fais pas ce qu'on a fait. Mais pourquoi l'avez-vous pas empêché tout petit? Le découragé? Ben oui, ben oui. Vous avez voulu le décourager? Ben oui, ouais, oui. Ah oui, je l'ai mis dans une école en Suisse, c'est tout fait, où il faisait beaucoup de sport, où il faisait beaucoup de ski, où il était un petit peu isolé du monde de la course automobile, parce que bon, ils n'avaient pas la télé, donc ils pouvaient pas regarder les Grands Prix à la télé. Alors l'idée, c'était de l'éloigner, pour le décourager. Oui, non, mais pour qu'il puisse connaître autre chose. Ouais. À partir du moment où il connaît autre chose, bon, bah, il peut faire un choix plus facile. Enfin, il peut choisir autre chose plus facilement, puisque il y a un menu devant lui où il y a différents plats et il choisit. Mais en lui rajoutant des plats, votre rêve secret, c'était de vous arranger pour qu'il puisse être stimulé par autre chose que la course automobile. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, ben ça n'a pas marché. Non, je pense que maman aussi l'a toujours su, d'ailleurs. Je pense que comment dire, ce wish qu'elle avait qu'il soit autre chose, c'était un wish à moitié, parce qu'elle savait dans le fond d'elle-même. Je pense que Jacques est heureux en faisant ça. Je ne le vois pas vraiment faire autre chose. Alain Prost, 4 fois champion du monde en Formule 1, partageait cet hiver avec Jacques Villeneuve la piste d'Estoril au Portugal pour tester la nouvelle McLaren. C'est la première fois qu'il rencontrait Jacques depuis l'époque de son père. Alain Prost a sursauté en apprenant l'intérêt du jeune Jacques Villeneuve pour la course automobile. Il a pensé à son fils, Nicolas, qui n'a que 14 ans et qui vient de commencer à courir en karting. C'est pour ça que alors je n'osais pas vous le dire, mais c'est un peu ça qui m'a surpris. Je me suis dit, tiens, c'est très, très bizarre. J'ai l'impression que mon fils, s'il m'était arrivé la même chose, se mettrait un peu en arrière, mais vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête des enfants d'abord, mais surtout des personnalités. Est-ce que vous allez tout faire pour empêcher votre fils d'aller en F1? Non, pas tout, mais je ferai rien pour l'encourager, c'est certain. Tellement inquiet? Oui, je suis très inquiet. Déjà, moi, c'est pas mon plus gros souci, mais pourquoi vous et pas lui? Vous êtes devenu une grande star. Écoutez, moi je suis arrivé en course automobile sans être aidé du tout par mes parents. Mes parents ne voulaient pas que je fasse du karting et j'ai fait ça tout seul. Et le jour où je leur ai dit, voilà, j'ai acheté un karting d'occasion, j'ai économisé pendant 2 ans. De toute façon, vous pouvez me dire n'importe quoi, mais c'est avec mon argent, c'est parce que je suis motivé pour faire ça. Ils m'ont dit, ben, démerde-toi. Et après, ils m'ont jamais aidé, ils m'ont soutenu plutôt moralement que financièrement. Et si mon fils faisait la même chose, ce serait une très bonne chose. S'il attend que je lui paye un kart ou une voiture ou une école de pilotage, là, il se fout le doigt dans l'œil. Est-ce qu'il est aussi têtu qu'Alain Prost?
Je pense même un peu plus. Et oui, malgré les offres de la concurrence et grâce au plan d'économie Supermax, plus de 20 000 personnes reviennent chez Bell chaque mois. Je suis fier de pouvoir contribuer à ma modeste façon à cet immense succès. Moi, tu sais, tu pensais à mon verre d'eau? Ouais, j'en vais. Mon café, hein? D'eau puis le café. Il n'est pas fiable. Oui, au-dessus de 20 000 par mois, oui. C'est ça. Oui, le café. N'oublie pas les crémettes, hein, ce coup-là? Les crémettes. Chérie, je t'aime! On va avoir un bébé! Je vais avoir un bébé! C'est mon amour, on l'a fait ensemble, dans l'amour, ce bébé-là! Viens pas me parler de ta petite contribution! Chérie, mon amour, je souffre avec toi! Non, je t'aurai! Juste pour rire, ce soir, 19h. Au beau dimanche ce soir, revoyez ou découvrez un homme de théâtre exceptionnel, Georges Groux, dans la tragédie de Marcel Dubé, Au retour des oies blanches. À Radio-Canada, il y a 26 ans, Georges Groux défendait avec brio le rôle d'Achille, aux côtés de Marjolaine Hébert, Louise Marleau, Serge Turgeon et Catherine Bégin. Une soirée mémorable, ce soir 20h. Revivez un temps que vous avez aimé regarder. Le judas! Le judas! Un homme galant, c'est pas sûr. Ça va avoir mon temps ici. Je voterai pour qui je voudrais. Vendu! Ça, la chicane va pogner. Mais on dit rougier, me montre pas sur le dos. Excusez-moi, tu sais où c'est qu'importe. Bonsoir. Le temps d'une paix, du lundi au vendredi, 12h30. J'en ai perdu un bout, c'est vrai. Dansons jour contre jour, ton cœur contre mon cœur malgré les rythmes. Dansons jour contre jour, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Dansons jour contre jour, glissant les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Les championnats du monde de patinage artistique, mardi et mercredi, 20h. Jacques Villeneuve n'a pas eu que des obstacles devant lui. Très tôt, le milieu de la course, surtout en Italie, l'a accueilli à bras ouverts. Et bien sûr, il y avait toujours l'oncle, qui n'était jamais bien loin. Je vais faire des courses de kart, de go-kart, dans le temps dans les premiers temps qu'il a débuté, même les courses en Formule Ford qu'il a faites à son école. Ça ne m'a jamais inquiété pour dire « Oh, il va flipper ici, oh, il va se faire mal ». Non, je veux dire, il a déjà capoté en go-kart. Bon, je peux t'encourager à essayer de le dépanner, mais pas pour dire c'est énervant, je veux pas qu'il touche, quoi que ce soit. Non, pour moi, ça va, pèse, ça va en avant, dépasse, ça va, pousse, puis roule. Même pour votre neveu? Ah oui, la même chose. Je veux dire, je pense pas à ça. C'est pas pour la game. Le danger, c'est la passe suivante que tu veux pas tourner. C'est simple. À chaque fois qu'on rencontre un coureur automobile, la question incontournable et inévitable, la peur de mourir. Est-ce que ça vous habite? Non, pas du tout. Il faut vivre pleinement. De toute façon, tout le monde meurt un jour. Hein. C'est une loi physique. Mais bon, si j'avais peur en course automobile, j'arrêterais. Parce que si on a peur, on ne peut pas se donner à fond. Non, j'ai pas encore eu peur, ça m'est jamais arrivé. Vous n'avez pas eu peur? Non. Vous n'avez jamais eu peur? Non, pour l'instant, non. J'ai eu des sensations fortes. Des sensations que, oui, des fois on peut se faire mal, on voit un mur et on était en perte de contrôle et on sait que si on est allé taper, on se serait fait mal, mais il n'y a jamais eu la peur. C'est plus une sensation forte, je ne veux pas dire positive, mais il n'y a jamais eu une vraie peur. Une peur où on perd tous ses moyens, où on reste figé. Ça m'est jamais arrivé. Les gens diraient que c'est pour avoir l'air tough que les hommes ou les coureurs automobiles sont comme ça. C'est vraiment un non, parce que si c'est pour avoir l'air tough, ça veut dire que quelque part on a vraiment peur et on se force de ne pas avoir peur, mais bon, c'est juste que ça m'est jamais arrivé. Depuis que je suis petit, que j'étais soit à côté de mon père ou moi-même sur un motocross, sur des skis, c'était toujours des folies, des grosses folies. Tout en sachant, sur le moment on n'y pense pas, sur le moment on s'amuse, on s'éclate, on contrôle, ou on pense qu'on contrôle la situation, et on a un gros rush qui vient de tout ça, et c'est tout ce qui compte. Ça nous amène un énorme sourire, une fierté personnelle que personne ne peut comprendre, qui touche personne d'autre, qui touche seulement la personne qui
qui est assis ou qui est en train de faire cette chose-là. Après ça, des fois, on se dit, ouf, ça aurait pu faire mal, ça aurait pu être dangereux. On dit, ok, la prochaine fois, on le fera pas. Mais pas parce qu'on a peur. Mais sur le moment, j'ai eu peur pour le pilote japonais qui a quitté la voiture en deux. Oui, je m'en souviens, j'ai pas perdu connaissance ou quoi que ce soit. Mais ça s'est passé dans l'espace de 2-3 secondes. J'ai peut-être vu sa voiture pendant 2 secondes et j'ai juste eu le temps de réaliser que j'allais lui rentrer dedans. Et donc j'ai tout fait pour pas bloquer les roues, pour pas finir au mauvais endroit. Et bon, heureusement, je suis passé juste entre le moteur et le cockpit, parce que sinon ça aurait pu faire beaucoup plus de dommages. On a été chanceux de ce côté-là. Ils n'ont pas laissé ressortir ses émotions trop. Dur, c'est subjectif. Lui, il se pense pas dur, par exemple. Mais si un jour j'ai besoin de lui, un besoin émotionnel d'avoir quelqu'un de fort à côté de moi, Jacques, c'est comme un pilier. C'est comme un pilier? Oui. Ça veut dire quoi? Je peux m'y accrocher, parce que je sais que si moi je tombe, lui, il ne tombera pas parce qu'il est fort. Jacques Villeneuve a commencé sa carrière à la fin des années 80, en Italie, puis au Japon. En 1992, il a fait parler de lui avec 3 victoires au Japon. 1992, c'était le 10e anniversaire de la mort de Gilles Villeneuve. Players décida alors de faire un grand coup de marketing en invitant Jacques au Grand Prix de Trois-Rivières, là où son père avait battu les plus grands noms de la course automobile en 1977. Je pense qu'on était assez convaincus qu'il avait du potentiel au niveau marketing, au niveau du talent. On avait fait un petit peu de recherche et on a essayé avec le Grand Prix de Trois-Rivières de commencer petit et puis ensuite pouvoir convaincre la direction pour le commanditer 3 ans de suite. C'était le nom, dans le fond, qui vous intéressait. C'est sûr que le nom Villeneuve, c'est magique. C'est sûr que le nom Villeneuve, tout le monde connaît le nom Villeneuve à travers le monde. C'était évident dès le départ. Dès le départ. Plus que le potentiel du jeune. Peut-être que plus que le potentiel au début. Et lorsqu'on l'a vu terminer 3e à Trois-Rivières, il n'avait jamais conduit une Formule Atlantique. Du tout. Terminer 3e à Trois-Rivières, c'était pour nous, c'était incroyable. Alors, on était convaincus qu'il fallait qu'on essaye de faire quelque chose avec ça. Avec le recul, il vous arrive de vous demander ou d'analyser pourquoi un jour quelqu'un a dit « Voilà, j'avais un volant de F3 ». C'est en grosse partie grâce à mon nom. Il ne faut pas le nier. De toute façon, pour commencer en course automobile, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir soit de l'argent dans ses poches, qu'on est capable de débourser, soit avoir des contacts de travail. C'est pas moi, les parents qui ont de très bons contacts, et donc une compagnie peut faire semblant de commanditer en aidant, ou sinon avoir un nom monnayable. Le nom peut vous apporter quand même quelques avantages au début, justement, vis-à-vis de sponsors. C'est un avantage si vous êtes bon, ça c'est sûr. Si vous êtes moyen, ça devient très vite un inconvénient et on peut très facilement soit se moquer de vous et vous utiliser d'une certaine manière, mais pas vous rendre aussi la monnaie de la pièce. Avoir un grand nom peut donc devenir une lame à double tranchant. Le frère de Gilles Villeneuve, l'oncle Jacques, n'a pas su répondre aux attentes créées par le prestige de son nom. Son ascension en course automobile dans les années 80 a été aussi rapide que sa descente aux enfers. Pire, depuis l'arrivée de son neveu, il a presque perdu son prénom. On l'appelle maintenant oncle Jacques. J'étais en beau, bien souvent en beau, excusez-moi, en beau Chris de la situation des fois parce que c'était tout le temps poussé, comment je dirais ça, j'avais le talent pour réaliser ce qu'il fallait que je réalise, mais on avait tout le temps des mauvaises, des équipes de fond de grille, si tu veux, de dernière minute, puis pas le commanditaire pour. Puis mon neveu qui arrive et qui n'a jamais couru ici, bon, ben là, il fait un beau tapis rouge en avant. J'étais pas jaloux de mon neveu à ce point-là, j'étais juste jaloux des situations, je veux dire, je suis capable d'en faire un petit bon bout encore, mais là, donnez-moi ce qu'il faut. Hein. Contrairement à son oncle, Jacques Villeneuve a réussi à répondre aux attentes créées par son nom. À sa première année en Formule Atlantique en Amérique, il remportait en 1993 5 victoires. En 1994, il graduait en Formule Indy, le grand circuit des Américains.
Il a remporté le titre de recrue de l'année. L'année dernière, à 24 ans, il gagnait la plus grande course de l'année, les 500 000 d'Indianapolis. Et aussi le championnat de l'année de la Formule Indy. Players a investi 20 millions de dollars pour permettre à Jacques Villeneuve de courir en Formule Indy. Le pari a rapporté beaucoup plus que prévu. On sait que la victoire à Indianapolis en elle-même vaut à peu près 20 millions en valeur médiatique. Visibilité pour Players, là, à travers le Canada, entre 20 et 25 millions de dollars en retombées médiatiques. Que pour le Canada. Que pour le Canada. Players est convaincu d'avoir réussi à vendre plus de cigarettes grâce à Jacques Villeneuve. Mais le rêve Villeneuve pour Players se terminait l'an dernier avec les premiers essais de Jacques en Formule 1 à Silverstone. C'est maintenant à Rotmans d'essayer d'en profiter. Votre voiture est un instrument de haute précision. Confiez-la donc à Autopro. Avec son personnel qualifié et sa technologie de pointe, c'est l'expert en frein. Traction avant. Direction. Suspension. Et silencieux. Et vous profitez en plus de sa garantie nationale. Autopro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Vive la liberté, le plaisir d'aller partout, partout, sans jamais m'arrêter. Je veux réussir, et j'ai tout ce qu'il faut, ouais, Goodyear, à mon goût, Goodyear. J'irai jusqu'au bout, méchante liberté. Goodyear, Goodyear. Avez-vous entendu ça? Ça sonne bien, hein? Pour un autre test implacable, nous avons retiré toute l'huile de cette voiture et l'avons remplacée par cette petite quantité de Castrol Syntec. Nous avons ensuite fait rouler la voiture à plus de 160 à l'heure. Et nous avons attendu. Et attendu. Voyez-vous la structure moléculaire de l'huile Syntec l'a fait adhérer aux pièces du moteur pour les protéger dans les conditions les plus brutales. Et puisqu'une si petite quantité de Syntec protège si bien, imaginez ce qu'une quantité normale peut faire. Castrol Syntec entièrement synthétique protège autrement mieux que les autres huiles. La voici. Encore plus puissante, encore plus facile à conduire. La toute nouvelle Honda Prélude. Choisissez vos accessoires avec soin. Comme ça, la petite Bernie, c'est la prochaine sur ta liste? C'est vrai qu'elle n'est pas laide. Hein, mon Gilles? Hey, viens-tu pour discuter d'un sujet pédagogique ou tu viens juste pour m'écœurer? Juste pour t'écœurer, Bazinet, puis pour te rappeler que je te surveille. Dodo, Denise et leurs souvenirs. J'ai toujours été là pour rendre service aux autres. Oh ben, ça c'est quand ils mettaient pas dans le trouble. Je te dis là, c'est la dernière fois. Moi et l'autre, mercredi 19h30. Au beau dimanche ce soir, revoyez ou découvrez un homme de théâtre exceptionnel, Georges Groux, dans la tragédie de Marcel Dubé, Au retour des oies blanches. À Radio-Canada, il y a 26 ans, Georges Groux défendait avec brio le rôle d'Achille, aux côtés de Marjolaine Hébert, Louise Marleau, Serge Turgeon et Catherine Bégin. Une soirée mémorable, ce soir 20h. En 1994, Jacques Villeneuve, qui commençait à goûter à la gloire aux États-Unis, se montrait passablement critique à l'égard du grand circuit, celui de la Formule 1. Côté compétition, c'est quand même beaucoup plus intéressant en Formule Indy. Et il y a aussi le côté humain. En Formule Indy, les pilotes restent des êtres humains. Il y a quand même une vie en dehors de la voiture et on peut avoir des discussions, on peut manger ensemble, etc. En Formule 1, on passe son temps. C'est l'obsession de se prendre un couteau dans le dos. Donc
c'est un monde de requins. Ça vous empêcherait d'y aller? Tout dépend des conditions. Je peux pas dire que c'est sûr que j'irai pas. Ça dépend des conditions. Puis des fois, il y a des offres auxquelles on peut pas refuser. Jacques Villeneuve a finalement reçu ses offres qu'il n'a pas pu refuser. 1 an après sa déclaration, il signait un contrat avec Williams-Renault, une des meilleures écuries au monde. Dans la région de Londres, à côté de cette centrale thermique, se trouvent les bureaux de Williams. Le grand patron de l'écurie, Frank Williams, a horreur de la défaite. Il mise beaucoup sur Jacques Villeneuve. Chaque écurie qui ne possède pas le contrat de Schumacher a grande envie, un rêve de trouver un autre Schumacher. Parce que malheureusement, Michael est tout seul dans sa classe propre. Et nous avons espéré ici que peut-être Jacques sera notre Schumacher. On n'attend pas des grandes choses tout de suite, mais il semble qu'il a beaucoup de talent. Et nous espérons qu'après une saison, il sera l'égal de Schumacher. On va voir. Jacques Villeneuve est en Formule 1 pour gagner et pour faire beaucoup d'argent. Son salaire oscillerait autour de 8 millions de dollars américains uniquement pour cette année. Mais comme tous les autres pilotes, il est là aussi pour faire vendre des produits. Renault, par exemple, a réussi à améliorer son image grâce à la Formule 1. Aussi a augmenté ses ventes, notamment en Allemagne, grâce à Michael Schumacher. Jacques Villeneuve est un produit de marketing idéal. Il est né au Canada, a été élevé à Monaco, a été éduqué en France et en Suisse, et il a connu la gloire aux États-Unis. Il court pour une écurie britannique avec un moteur français, et il parle le français avec ou sans accent québécois, aussi l'anglais et l'italien. Un être universel ou presque. Pourquoi Jacques Villeneuve court-il sous les couleurs du Canada alors que dans le fond, ça fait très longtemps que vous ne vivez pas au Canada? Oui, on a quitté le Canada quand j'avais 7 ans. 7 ans et... Bon, c'est sûr, ça fait mon éducation européenne. Peut-être que je suis un peu plus européen de ce côté-là, mais bon, au fond, au plus profond de moi-même, les souches sont canadiennes et très fortes. À la maison, ça a toujours été très québécois. On a toujours gardé l'accent, même si on n'était que 4 personnes. C'était un îlot québécois en Europe. Donc, toute ma vie, même si je vis encore 20 ans en Europe, je serai toujours canadien et je ne me sentirai jamais autre chose. Toute la France se demande qu'est-ce que va faire Alain Prost. En France, Jean-Louis Moncet, qui écrit pour le magazine Autosport et qui travaille pour TF1, est un des journalistes les plus crédibles en sport automobile. Jacques, pour nous, est déjà presque considéré comme un Français. Il s'exprime dans notre langue remarquablement bien, avec les nuances et tout ce qu'il faut. Il a vécu un bon nombre d'années en France, en tout cas dans l'Hexagone, à Monaco. Pour nous, Jacques, il est canadien, c'est vrai, mais il est sans doute un peu plus français. Français pour les Français ou Canadien pour les Canadiens, chacun finit par y trouver son compte. Quand Jacques Villeneuve est à Montréal, Rothmans, qui investit des millions sur la Williams-Renault, le présentera comme Québécois. Au Grand Prix Molson du Canada, il sera le nouveau Villeneuve, qui permettra, l'espère-t-on, d'augmenter les ventes pour la prochaine course à la mi-juin. Au niveau pré-vente, on s'attend certainement à peut-être un 10 à 20% de plus, mais c'est vraiment au niveau de la vente à la porte, finalement, des amateurs qui se rendront sur le site durant le week-end, qu'on pourra vraiment mesurer la portée de l'effet Villeneuve, si effet il y a, puisque ça pourrait se traduire un peu, comme c'était le cas avec Gilles, par un engouement du grand public pour ce désir de venir supporter, de venir encourager le héros local. Mais avant de vendre quoi que ce soit, Jacques Villeneuve devra se plier à la première et seule loi du sport, celle de gagner. Pour un championnat, ça va être très difficile, mais de gagner des courses, oui, il n'a pas d'excuse. Je crois que la première année en Formule 1, elle est quand même pas évidente. Il est attendre que Jacques soit champion du monde cette année. Personnellement, je pense que c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Une première année. Première année du monde, là. Non, pourquoi pas. Peut-être qu'on va un peu vite en besogne. Peut-être qu'on crée trop vite ce personnage mythique. Mais on ne peut pas faire autrement. Villeneuve, je vous le dis, je vous répète, Villeneuve en Formule 1 en Europe, c'est un nom inoubliable. On ne peut pas faire autrement. Jacques sera sûrement meilleur que le père en résultat. Il ne faut pas trop de pression sur lui, mais tout le monde en Formule 1 est impatient.
en F1. Ce qui est important, c'est de gagner. Je préférerais être en Indy et gagner que d'être en F1 et ne pas gagner. La F1 devient intéressante seulement si on peut gagner. Le regarder cet été? Oui. Télé? Oui. Pas sur place? Non, non, pas sur place. Avec autant d'inquiétude qu'avant? Oui, non, plus. Je vois pas ça comme un grand danger du tout. Je prie pour que papa soit toujours derrière lui, sur son épaule, par exemple, comme un ange qui le protège. Mais je suis très heureuse pour lui et je pense que je fais pas trop attention. Je préfère ne pas y faire attention, sinon je pense que ça me rendrait trop nerveuse. Vous y parlez à votre père de ça? Oui. Par exemple, à Indianapolis, j'ai vu son auto à Jacques et j'ai fait une prière, j'ai demandé à papa d'être avec lui. Et vous lui dites quoi dans ce temps-là? J'ai dit, reste sur son épaule, puis fais attention à lui, puis fais-le marcher.